Est-ce que vous saviez qu'Omerta avait une application mobile sur laquelle vous pouviez retrouver tous nos contenus exclusifs? Pour s'abonner, c'est pas compliqué. Le lien est dans la description. Bonjour Thierry Marignac, nous sommes très heureux de vous accueillir sur Omerta pour votre ouvrage Photopassé aux éditions de la Manufacture de Livres, les excellentes éditions de la Manufacture de Livres. Et pour cet ouvrage qui est un peu une nouveauté dans vos publications, puisque vous avez écrit des romans, vous avez pratiqué assidûment le reportage, la traduction, et aujourd'hui vous publiez un livre qui plutôt dans le registre de la trajectoire personnelle. En effet, c'est donc à partir de cette histoire particulière du fait que je ne suis pas le fils du mec dont je porte le nom, qui c'est Marignac, et qu'on me l'a caché pendant une bonne partie de ma vie. Je le savais tout de même depuis très longtemps. Et puis, je n'avais pas d'autres indices sur ce papa mystérieux. Et puis un jour, on m'a envoyé une photo de moi et de lui. Qui est en couverture. Comme je n'avais que quelques mois, je ne me souvenais pas de lui. C'était en fait le prétexte à, d'une part, une enquête à rebours sur tous les indices qui auraient dû éveiller mes soupçons, qu'ils ont parfois éveillés d'ailleurs, et d'autre part, une façon de raconter la manière dont je me suis constitué à partir de cette absence. C'est un roman de l'absence. Et de revenir sur les rencontres qui ont marqué mon parcours, et puis faire une sorte d'itinéraire un peu intellectuel et littéraire. Oui, c'est ce qui est passionnant, c'est qu'on redécouvre 40 ans de vie intellectuelle, même de géopolitique, puisque, on reviendra dessus, mais vous êtes aussi un écrivain de l'exil, et tout en ayant été très parisien, et Paris est très bien servi, nous y reviendrons également. Parmi les figures que vous avez rencontrées, c'est ce qui m'avait intéressé quand j'avais chroniqué votre livre pour le site d'Omerta, en liaison avec notre numéro sur les Gilets jaunes, c'est que vous évoquez le dernier séjour d'Édouard Limonov à Paris, quand il avait tenu à participer, le grand écrivain russe, à une manifestation de Gilets jaunes, peu de mois avant sa mort. Alors pouvez-vous nous dire quelques mots sur cet épisode qui en fait était connu, mais qui m'avait échappé et que j'ai vraiment découvert en lisant votre livre? D'ailleurs, par mon intermédiaire notamment, Édouard a préfacé le livre Gilets jaunes, un des livres Gilets jaunes, le premier je crois, et écrit quelques textes là-dessus. Il s'était enflammé pour cette révolte-là, dans laquelle il voyait une résurgence des sans-culottes, à tort ou à raison. Il y voyait aussi les partisans d'Ampilov, ceux qui avaient participé au soulèvement du Parlement en 1993 à Moscou. Et il s'était vraiment enflammé pour ça. Et il m'envoyait des courriers en me disant « Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vas-y, raconte-moi, etc. » Moi, je ne faisais pas spécialement attention aux Gilets jaunes, pour vous dire la vérité. Hein. Des provinciaux qui protestent contre le prix du fioul, a priori, c'est assez loin de moi. Mais grâce à lui, je m'y suis intéressé. Je me suis rendu compte que j'avais des amis qui étaient intéressés, qui participaient même à ce mouvement. Et donc, on a fait une sorte d'équipe informelle, où quand j'étais à Paris, c'était moi qui faisais les comptes rendus, mais quand j'y étais pas, j'avais mes amis qui faisaient les comptes rendus. Et ça l'intéressait beaucoup. Il les diffusait en Russie. Donc on a eu toute une petite équipe. Il fallait faire très vite parce qu'il y a 2 heures de décalage horaire avec Moscou. Et on lui envoyait les comptes rendus. Il préférait de beaucoup ceux de mes amis aux miens, parce que les miens étaient marqués par une sorte de scepticisme par rapport au peuple, alors que ceux de mes amis étaient beaucoup plus fervents. Et à un moment, il est venu, et ça c'était très curieux, il est venu avec une équipe de cinéma qui faisait un documentaire sur lui depuis 1 an, qui l'avait accompagné au Donbass, au Karabakh, en Abkhazie, et finalement à Paris.
on s'est retrouvés dans un petit restaurant, entre amis, parce qu'on avait des choses à leur dire sur la façon d'assurer la sécurité d'Édouard Limonov, parce que ça faisait longtemps qu'on observait les manifestations, donc on comprenait la tactique policière, les brutalités, etc. Et ils avaient beau avoir fait 1 ou 2 guerres, ces types-là, ils ne connaissaient pas Paris. Et puis, j'ai vu qu'Édouard buvait comme un trou, alors que normalement, il n'avait pas le droit. Il avait eu une attaque quelques années avant, il n'avait pas le droit de boire. Et donc, je me suis dit, il a décidé d'en profiter une dernière fois. Et c'est vrai que c'était 8-9 mois avant sa mort. Il savait déjà qu'il était condamné. Ensuite, on a fait le défilé ensemble, c'est assez drôle. Voilà, sous la pluie, une pluie battante, d'ailleurs. Donc les Gilets jaunes auraient été un de ses derniers combats. Lui qui avait fait tant de... Oui, parce que d'autant plus que le pouvoir russe, pour des raisons quasiment sémantiques, se méfiait des Gilets jaunes, parce que ça rappelait un peu trop les révolutions de couleur, vous voyez, financées par le département d'État américain, genre Révolution orange, Révolution des tulipes, Révolution de velours. L'intitulé Gilets jaunes, pour le régime russe, non, ça passait pas. Alors autant, et c'est là où on voit la façon dont il gère les choses, autant à l'extérieur, en France, RT en France couvrait les manifs de Gilets jaunes, autant il y avait un silence à peu près complet en Russie. Le seul à le briser, c'était Édouard. Ouais, c'est très intéressant. Et justement, vous qui avez écrit sur l'Ukraine, qui connaissez très bien la Russie, au-delà de toutes les considérations géopolitiques ou politiques, avec votre œil d'écrivain, comment voyez-vous le conflit actuel et quelles blessures, fractures risque-t-il de laisser ? Ouais, je sors un peu de mon rôle de journaliste là. Je le vois comme évidemment une guerre fratricide. Au-delà de ça, je vois aussi, j'en ai parlé dans mon précédent ouvrage, La guerre avant la guerre. Je vois aussi une guerre des gangs qui dégénère. Les gangs étant soutenus par telle ou telle puissance, les Russes, les Américains, les Anglais. Et quant aux cicatrices que ça va laisser, elles seront très longues et très difficiles à cicatriser, à guérir. Oui, il y a quand même le risque aujourd'hui de voir réapparaître une sorte de rideau de fer entre, cette fois-ci placé à la frontière ukraino-russe. Oui, de toute façon, il est clair que c'est un point de dissidence qui est entretenu volontairement par l'Occident. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il va y avoir un statu quo avec une guerre rampante, ce qui était déjà le cas depuis 2014. Voilà, alors à la 72e purge, je crois que tout le monde a quand même fini par comprendre ce que je disais au printemps dernier où ce n'était pas encore populaire, à savoir que au pouvoir en Ukraine, il n'y a jamais eu que des bandes directement liées au milieu. Ce qui a été le sujet de plusieurs de vos romans. Oui. Et alors, pour revenir à Paris, parce que j'ai beaucoup apprécié également ce livre démarre à peu près en 1974-1975, quand vous commencez à partir un peu de chez vos parents. À partir complètement. À partir complètement et à découvrir le Paris de l'époque. Vous confiez notamment avoir préféré dans les années 1980 les intellectuels de droite à la gauche mitterrandienne triomphante. Que vous évoque aujourd'hui cette période de conversion de la gauche au capitalisme triomphant, que vous avez vécu comme journaliste dans diverses publications? C'est-à-dire, c'est l'origine de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire les diverses idéologies gauchistes et puis leur transformation en social-démocratie
avaient préparé, sont devenus le fond de sauce de l'idéologie gouvernementaux-sociétale qu'on nous sert aujourd'hui matin, midi et soir. Et il y avait une espèce de couverture totale des expressions culturelles qui s'est affirmée depuis, encore, parce que les anciens gauchistes, souvent passés au PS, ont envahi, fait de l'entrisme, infiltré à peu près tous les organes culturels et médiatiques, petit à petit, durant tout le processus des années 70. En 1981, quand le nouveau président arrive, c'est lui qui nomme tous les postes clés. Et là, tout d'un coup, c'est les gauchistes triomphants, finalement. Donc, une gangue, une censure, un monopole de l'expression par ces gens avec leur idéologie, enfin, dont on voit les effets maintenant. Et est-ce qu'on pourrait fixer une date précise où le Paris, je suis désolé d'employer un anglicisme, mais underground, a cédé la place à cette société du spectacle que dénonçait déjà des années auparavant Guy Debord. Est-ce que c'est 84? Est-ce que c'est 86? Quand est-ce que la fantaisie s'arrête? Écoutez, de toute façon, ça a commencé très tôt. Ça a commencé juste après 68, quand le pouvoir a eu peur du peuple. Et tout d'un coup, il s'est dit non, mais ça ne va pas durer, les pauvres, on les expulse, etc. Ensuite, il y a une étape majeure. C'est 1976, quand Chirac est élu à la mairie de Paris. Il n'y avait jamais eu de mairie de Paris. Les mairies étaient des mairies d'arrondissement. Et chacun prenait sa décision. Il y avait un conseil municipal, évidemment, qui unifiait un peu tout ça. Mais chacun prenait ses décisions dans son coin, ce qui faisait qu'on pouvait encore parler du Paris aux 100 villages. C'est vrai que l'ambiance différait quand on passait d'un quartier à l'autre. C'était une vraie ville vivante. À partir du moment où il y a eu une mairie centrale, c'est-à-dire un pouvoir central, tout d'un coup, on n'est plus du tout dans la même logique. On n'est plus dans la ville à vivre, on est dans la ville à vendre. Et bon, je ne vais pas vous faire l'historique des fortunes accumulées par les divers maires de Paris, mais enfin, c'est plus un secret. Ça s'est passé d'ailleurs dans à peu près toutes les capitales du monde, hein, avec chacun ayant ses petites diversités. Je reciterai Limonov sur ce point-là, puisque vous me demandez un détail. Je dirais toutes les années 80, mais Limonov a dit, quand je suis arrivé à Paris en 80, c'était encore une ville populaire. Quand je suis parti, c'était une ville de bobo. Et donc il est parti en 93, je crois. Voilà. Oui, donc c'est Jacques Chirac qui fait basculer Paris dans la postmodernité. Oui, Jacques Chirac, pas que lui. Toutes les modes d'importer des États-Unis, etc. C'est un processus global. Hein. Je l'ai vu à Londres aussi, je l'ai vu dans d'autres endroits. Et justement, nous évoquions hors plateau New York. Vous me disiez que vous ne vouliez plus tellement y mettre les pieds. Vous avez aussi écrit, notamment dans la série Noire, sur New York. Là aussi, vous m'évoquiez une date que vous allez probablement nous redire. Par exemple, qu'est-ce qui s'est passé à New York? Comment vous avez vu évoluer les choses? Il s'est passé que les maires démocrates, et notamment Dinkins, maire noir qui a précédé Giuliani, étaient assez laxistes. Et la ville était en faillite. Donc tout était possible, c'était vraiment le bitume où on rencontre les monstres. C'était fascinant pour ça. Ensuite arrive Giuliani, qui finalement est l'émissaire de tout un tas de projets marchands et immobiliers qui détruisent tout ce qu'il y avait de... Je veux dire, un Times Square, par exemple, qui était quand même un endroit touristique, mais
dans des tas d'endroits assez dangereux, un endroit où se rencontraient les classes sociales. Il y avait tout le Bronx qui venait là pour gagner de l'argent, et il y avait aussi les classes moyennes. Tout d'un coup, ça devient Disneyland. Donc ça perd énormément d'intérêt pour mon œil de romancier, bien sûr, parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter sur Disneyland. Et alors justement, est-ce qu'à l'Est, un certain nombre de villes n'ont pas soit mis plus de temps à basculer, soit sont encore des villes intéressantes pour un œil de romancier, par les rencontres qu'on y fait, et l'absence de standardisation? Est-ce que vous avez encore des villes à l'Est que vous conseilleriez à quelqu'un qui voudrait s'isoler pour écrire, pour découvrir, pour passer 6 mois, 1 an? Je ne suis pas tour opérateur. Non. Mais disons que de toute façon, ce processus de marchandisation des villes, c'est un processus mondial. Ça se voit dans toutes les capitales du monde à peu près. On me dit même que Mexico City, enfin, etc. Et donc, Moscou, ça n'a absolument rien à voir quand je repense à quand j'ai connu Moscou il y a plus de 25 ans. Ça n'a absolument rien à voir. C'est complètement autre chose. C'est devenu une mégapole américaine où un mec sur 2 qu'on rencontre, il est agent immobilier et l'autre, il est avocat, quoi. Et le troisième, il travaille dans la communication. C'était pas du tout comme ça. Donc, Moscou, au revoir. Dans une ville comme Pétersbourg, qui est pourtant une grande ville, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus provincial, c'est plus bohème. Les gens de Moscou se plaignent que les gens de Pétersbourg ne sont jamais à l'heure, par exemple. Parce qu'il n'y a pas du tout la même ambiance d'efficacité à l'américaine, d'obsession du fric, qui règne à Moscou. Après, quand on part en province, il y a encore les mêmes phénomènes. Je parle d'Ekaterinbourg et même de Tcheliabinsk. Il y a encore les mêmes phénomènes de colonisation par l'urbanisme des centres-villes. Mais on est complètement quand même ailleurs dans la Russie éternelle, etc. Moi, à Tcheliabinsk, je me suis baladé pendant des jours et des jours dans des cités qui avaient été construites pour le NKVD et qui sont restées les mêmes. Et la mentalité est restée la même. Voilà. Alors, vous avez aussi habité Londres, vous avez visité Berlin, vous êtes beaucoup promené, comme aurait dit Michel Déon. Et justement, est-ce que vous qui résidez aujourd'hui à Bruxelles, vous êtes décidé, et si oui, pourquoi, à rester dans cette position d'exil par rapport à la France, par rapport à Paris? Qu'est-ce qui nourrit chez vous ce goût de l'exil? C'est-à-dire que, bon, justement, c'est le danger de vieillir. Quand je suis à Paris, je ne retrouve absolument rien de ce que j'ai aimé dans ma jeunesse. Et déjà, ça fait très mal. Pour moi, c'est une douleur quasi physique. Alors qu'ailleurs, dans d'autres villes, parce que encore une fois, le phénomène a lieu dans toutes les capitales, c'est beaucoup moins affectif chez moi. Juste parce que c'est pas chez moi, c'est pas là où je suis né, quoi. Ensuite, je dirais que c'est un peu parallèle à mon affaire de bâtardise. De même que dans ma famille, on m'a longtemps pris pour un imbécile. En France, dans toutes mes aventures éditoriales, et j'en ai eu beaucoup, et les milieux dans lesquels j'ai évolué, il y a toujours cette espèce de méfiance, comme si c'était une famille élargie en réalité, enfin la mienne. Et ailleurs, ça se passait beaucoup mieux. Ailleurs, ça se passait toujours très bien. Je veux dire, à New York, en Ukraine, en Russie, il y avait des moments difficiles, bien entendu. Mais je n'étais pas du tout reçu et accueilli de la même manière. Donc ça a nourri quand même
mon envie d'aller ailleurs. Alors aujourd'hui, vous résidez à Bruxelles. Un ami libraire français installé à Bruxelles me disait, tu sais, finalement, Bruxelles, c'est Paris avec 20 ans de retard. Alors est-ce que cette définition sied? Est-ce que à 1h20 de Paris, 1h30 de Paris, on retrouve à Bruxelles des quartiers un peu épargnés par tout ce phénomène mondial, malgré Oui. que ce soit la capitale des institutions européennes? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un côté provincial qui est très agréable. Il y a moins de monde, donc les gens sont plus gentils. Hein, parce que quand il y a trop de monde, les gens se détestent, c'est normal. Et il reste effectivement des côtés pittoresques, des endroits où les touristes vont jamais, etc. Dans les rues à côté autour de chez moi, il y a 2 voitures par demi-heure. C'est très agréable. Alors évidemment, dès qu'on va vers l'Union européenne ou le centre-ville, là, ça devient comme partout ailleurs. Et quand vous avez terminé d'écrire ce livre, sans avoir totalement pu reconstituer la personnalité de ce père dont vous avez seulement quelques photos, quel bilan personnel avez-vous tiré de justement avoir remis vos aventures américaines, russes, parisiennes en ordre? On a l'impression que vous avez classé vos dossiers. Et est-ce qu'il y avait une satisfaction, au-delà de celle de terminer un livre et de le publier, une satisfaction personnelle d'avoir pu témoigner de ces 4 décennies d'errance, de rencontres? Bah, c'est-à-dire, je me suis rendu compte, ce que je n'avais jamais pensé en réalité, que j'avais eu avec ces vagabondages, avec ces incursions dans la traduction quand même littéraire et autres, une vie assez romanesque. Donc c'est marrant de se pencher, et puis il y a aussi un effet de distance et de modestie que je voulais, de se pencher sur sa propre vie comme un petit roman. Donc ça, effectivement, c'était assez satisfaisant, ça me permettait de remettre quelques pendules à l'heure aussi. Et puis ça me permettait de rester distant et de garder une certaine sobriété en manipulant un sujet comme celui de ses origines, etc., qui peut être très pathos, quoi. Et le fait, la double structure que j'ai choisie, c'est-à-dire l'enquête rétrospective sur l'affaire familiale et raconter mes rencontres, mes voyages, etc., ça m'a permis d'éviter les 3 obstacles principaux, exhibitionnisme, pathos et règlement de compte. Donc c'est cette structure-là. Vous savez, j'étais assez comptable dans cette affaire. Il se trouve que je vivais de traduction du russe depuis quelques années. Et puis en février 2022, je me suis dit, ça va plus être un créneau porteur. Parce que beaucoup de cette existence de saltimbanque dont je parle, elle est déterminée par la survie matérielle. Et donc je me suis dit, bah, j'ai une histoire à raconter. Et au départ, c'était pas une espèce d'épreuve existentielle ou d'exigence de mon âme, je ne sais. C'est pas du tout ça. Je me suis dit, j'ai une histoire à raconter, je suis un professionnel de l'édition. Donc quand j'ai une histoire à raconter et que je sais que je peux la vendre, ben, je le fais. C'est comme ça que je vis depuis 40 ans, donc je continue. Et alors, dernière question, on a évoqué effectivement Édouard Limonov, mais est-ce qu'il y a une autre parmi les figures dont vous parlez de l'écrivain Hervé Prudon, du poète noir américain John Farris, la romancière Cathy Hecker, une traductrice russe, Kira Sabgir.
parmi ces figures, laquelle accepteriez-vous là de présenter? Parce que ce sont des noms beaucoup moins connus que Limonov, qui déjà lui-même est entouré d'une aura diffuse et tout. C'est pas un personnage si connu que ça des Français, mais de toutes ces figures, aujourd'hui, 14 décembre, lorsque nous enregistrons cette émission, laquelle souhaiteriez-vous évoquer pour terminer cet entretien? Peut-être, je serais tenté de répondre à Hervé Prudon, mais parce que c'était une sorte de Blondin des années 80. Je me souviens l'avoir accompagné une fois dans un bar au bout de la route qui s'appelait Le Boucanier pour récupérer ses chaussures parce qu'on lui avait retiré parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer. Donc c'était une figure haut en couleur et un excellent écrivain. Mais je dirais, je me concentrerai sur Kira Sabgir, qui est morte il y a 2 ans, je crois, qui m'a ouvert beaucoup la poésie du XXe siècle, et notamment celle de l'underground de l'époque soviétique à Moscou, avec une grande, grande générosité. Elle avait, comme beaucoup, elle était passée en Occident avec un visa israélien, ce qui était la combine de l'époque. Tout le monde se découvrait des ancêtres juifs pour foutre le camp du RSS. Et elle était arrivée en 78 quand même. Et elle connaissait très bien la diaspora, le milieu émigré russe, les Russes blancs, et leur division, et leur jalousie, et leur querelle et tout. Elle avait écrit un roman là-dessus qui s'appelait Tissu de mensonges. C'était aussi une grande traductrice. Elle avait traduit les chansons de Brassens en russe, remarquablement. Et elle a toujours eu cette expression que j'ai jamais entendue ailleurs, sur le mur de verre. C'est-à-dire que ces émigrés qui vivaient là depuis si longtemps, ils n'arrivaient pas à passer la barrière de la France. C'est-à-dire, elle rêvait de se faire publier en France, mais bon, c'était réservé à une élite, genre Oudskaya, etc. Et elle n'était jamais arrivée à passer ce mur. Et donc, avec moi, elle a l'impression de le passer. Et c'était une amie très chère. J'allais bouffer chez elle régulièrement. Et c'est elle qui m'a ouvert un certain nombre de poètes dont je parle dans le livre, comme Sergueï Tchoudakov, Boris Rigi. Grâce à elle, j'ai été invité dans l'Oural. Et elle me manque. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Thierry Marignac pour cet entretien. Donc, je rappelle la parution de votre livre de souvenirs, d'évocations à la fois personnelles, mais aussi de toutes ces rencontres que vous avez fait aussi bien à New York qu'à Moscou, en passant par les capitales européennes. Donc, Photos passées aux éditions La Manufacture, 2 livres. C'est moi qui me remercie. Merci Thierry Marignac.